Cette affaire se déroule aux États-Unis, dans les années 1990. Rita Hoffman était une vendeuse de 48 ans et une mère divorcée vivant dans une zone rurale d'East Wenatchee. Elle était décrite comme une mère amicale et travailleuse. Rita partageait sa maison avec sa fille cadette, Mandy. Sa vie personnelle était stable et elle avait un petit ami à l'époque. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire dans les jours précédant ce qui s'est passé. La fille de Rita, Mandy, avait 15 ans à l'époque. Mandy était une fille populaire à l'école. Elle jouait dans une équipe de softball et était connue comme une fille extravertie et athlétique avec un sourire radieux. Au printemps 1995, elle terminait l'année scolaire et attendait avec impatience les vacances d'été. Mais c'est également à cette époque qu'un homme de 25 ans est arrivé dans la ville de Washington et a loué un logement à seulement quelques pâtés de maison de la maison de Rita Hoffman. Cet homme n'avait aucune relation connue avec Rita ou Mandy. Elles n'ont jamais su qu'il existait. À leur insu, cependant, l'étranger dans leur voisinage avait développé un intérêt malsain pour leur famille. Cet homme surveillait secrètement les Hoffman pendant des semaines, étudiant leurs habitudes alors qu'il se complaisait dans des fantasmes violents de lui-même en loup-garou, traquant sa proie. Une vulnérabilité apparente dans la maison des Hoffman était une porte coulissante en verre à l'arrière de leur maison. Elle laissait cette porte déverrouillée. La famille vivait dans un quartier sûr et semi-rural et elle n'était pas obsédée par la sécurité. C'était quelque peu une époque différente et bien sûr il n'y avait pas de signe d'avertissement évident. Le soir du 12 avril 1995, Rita a parlé avec son petit ami au téléphone vers 22h. Et selon lui, rien ne semblait anormal pendant la conversation, qui fut tragiquement leur dernière conversation. Cependant, quelque temps après 23h, alors que la mère et la fille se préparaient pour la nuit, cet homme inconnu a mis son plan en action. Utilisant la porte arrière déverrouillée, l'intrus est glissé dans la maison des Hoffman sous le couvert de l'obscurité. Les voisins n'ont rien entendu. À l'intérieur de la maison des Hoffman, Rita et Mandy étaient dans des pièces séparées. Rita se détendait dans le salon quand cet homme s'est approché d'elle, brandissant un couteau et portant une cagoule de ski. Avant qu'elle ne puisse même faire le moindre bruit, le tueur l'a prise en embuscade et l'a poignardée à plusieurs reprises, au moins 31 fois, principalement au haut de la poitrine et au cou. Alors que la vie de Rita s'éteignait, le tueur s'est dirigé à l'étage pour trouver Mandy. Le tueur n'a pas été aussi furtif la deuxième fois. Il n'a jamais eu la chance de déployer une attaque surprise. Mandy a remarqué le tueur, et quand il a essayé de l'attaquer, elle s'est courageusement défendue. Des blessures défensives sur tout son corps le prouvent. Mais le tueur était un homme adulte. Il a réussi à infliger plusieurs coups de couteau à son cou et sa poitrine, tout comme il l'avait fait à sa mère. Le seul acte distinctif a été le coup fatal porté par un coup puissant sur le côté du crâne avec une batte de baseball. Et croyez-le ou non, c'est après que les meurtres ont eu lieu que la véritable dépravation a commencé. L'ordre de ces événements n'est pas entièrement compris, mais ce qui est connu, c'est qu'après les meurtres, l'intrus a effectué plusieurs mutilations de nature intime. Sur Mandy, le tueur l'a agressée sexuellement. Il a ensuite repris la batte de baseball et l'a enfoncée profondément dans son abdomen par ses parties intimes. Il a ensuite ouvert son torse de la zone de l'aine et a manipulé ses organes. On soupçonne également que le tueur a consommé son sang. Et la mutilation ne s'est pas arrêtée là. Le tueur a ensuite repris son couteau et a commencé à couper le tissu de la zone intime de Mandy, qu'il a ensuite drapé sur son visage alors qu'elle gisait sur le lit avec la batte de baseball toujours en place. Un spectacle vraiment grotesque. Ce psychopathe a ensuite entrepris des mutilations similaires sur Rita. Cependant, il a omis l'agression sexuelle. Il semblait qu'elle était trop âgée pour son goût. Néanmoins, il a ouvert son abdomen, exposé ses organes et coupé ses seins, et il les a placés sur sa table de nuit. Elle aussi a été laissée dans une position dégradante sur le canapé. Le tueur est resté dans la maison pendant environ 2 heures et est parti peu après. Le lendemain matin est alors arrivé. Rita avait également une fille aînée qui ne vivait pas avec elle à l'époque. Son nom est Angie. Angie s'est inquiétée lorsqu'elle n'a pas pu joindre sa mère ou sa sœur par téléphone. Ce n'était pas dans leurs habitudes. Elle répondait toujours au téléphone. Alors, plus tard dans la matinée, Angie est montée dans sa voiture et s'est rendue à la maison pour vérifier l'état de sa famille. Angie a trouvé la porte d'entrée verrouillée. Alors, elle a fait le tour par l'arrière, entrant par la même porte coulissante qui était restée ouverte.
À l'intérieur, elle a été confrontée à une scène d'horreur pure. Personne ne devrait avoir à vivre ce qu'elle a vécu. La sœur bouleversée a couru chez son voisin en criant à l'aide, et la police a été appelée immédiatement. Et avec cela, l'enquête a commencé pour l'un des meurtres les plus atroces d'Amérique. Compte tenu de l'état horrible des victimes, les enquêteurs ont immédiatement conclu que le vol ou le gain financier n'était pas le mobile. La brutalité témoignait d'un tueur déviant et sadique. Le défi était que l'auteur n'avait laissé aucun indice évident, comme des empreintes digitales ou de l'ADN connu dans la maison. Néanmoins, la police a commencé à reconstituer des preuves subtiles du quartier et de la scène de crime. L'une des premières percées est venue du témoignage d'un voisin. Il a signalé avoir vu un pick-up Chevrolet noir garé près de la résidence des Hoffman la nuit des meurtres, spécifiquement vers 23h30, ce que les enquêteurs ont déterminé être à peu près l'heure des meurtres. Cela a frappé les enquêteurs comme significatif. Cette piste même s'est rapidement croisée avec un autre événement de la même nuit. Vers 1h30 du matin, le 13 avril, environ 2 heures après l'heure probable des meurtres, un agent de police a remarqué un homme seul assis dans un pick-up noir près de la maison des Hoffman. L'agent qui a vu cet homme a trouvé cela étrange. Alors il s'est approché. Mais voici la partie étrange. L'homme à l'intérieur du pick-up noir est immédiatement sorti de son camion et a levé les mains comme s'il anticipait une arrestation. L'agent a interrogé l'homme brièvement. L'homme s'est identifié et a affirmé qu'il était juste sorti faire un tour en voiture. Ne voyant aucune preuve évidente d'un crime à ce moment-là, le policier a laissé l'homme partir avec un avertissement. Il n'avait aucune idée qu'il venait de se retrouver face à face avec un tueur qui venait de tuer 2 personnes quelques heures auparavant. Cette information a immédiatement élevé le conducteur de pick-up inconnu au rang de personne d'intérêt dans le double homicide. Le suspect a rapidement été identifié comme un homme de 25 ans qui avait récemment emménagé dans la région. Cependant, il n'y avait pas assez de preuves pour l'arrêter pour le moment, alors les autorités l'ont discrètement placé sous surveillance 24 heures sur 24, pendant que le travail médico-légal était en cours. Les enquêteurs ont alors commencé à creuser dans le passé du suspect. Ils ont appris qu'il séjournait dans une chambre de sous-sol louée à seulement quelques minutes en voiture de la maison des Hoffman. Une femme qui vivait dans la même résidence a dit à la police que la nuit des meurtres, cet homme avait quitté la maison vers 23h et n'était pas revenu avant 2h du matin. La chronologie correspondait parfaitement à la fenêtre du crime. Alors que la filature se poursuivait, les enquêteurs ont également obtenu un mandat de perquisition pour rassembler des preuves physiques. Pendant la filature de cet homme, les agents l'ont observé en train de jeter un vêtement. Ce vêtement était une cagole de ski trempée dans ce qui semblait être du sang. Ils l'ont récupéré et ont découvert que le sang sur le masque correspondait à l'une des victimes, Hoffman. Et notamment le sang était saturé autour de la zone de la bouche du masque, suggérant que le porteur avait bu leur sang. Le 14 avril, seulement 2 jours après le meurtre, les enquêteurs ont fait une autre découverte cruciale. Une lame de cuisine de 30 cm a été trouvée cachée dans une poubelle à l'extérieur du hall où le camion du suspect avait été vu par l'agent. Le couteau avait du sang séché partout et il manquait d'un ensemble de nos blocs à couteau de la cuisine de la maison des Hoffman. C'était l'arme du crime. La police avait maintenant plus qu'assez de preuves pour arrêter cet homme. Et donc, le 19 avril 1995, une équipe d'agents s'est approchée de la résidence du suspect et l'a arrêté sans incident. L'homme maintenant en garde à vue a été identifié comme Jack Owen Spillman III. Mais qui était-il? Jack Owen Spillman III a grandi dans l'est de Washington et a eu une jeunesse nomade troublée. Sa mère a traversé 4 mariages différents et ses 4 enfants, Jack et ses frères et sœurs, ont grandi sans connaître leur père biologique. Au début de l'adolescence, Jack présentait un comportement antisocial. Il a eu des difficultés scolaires et a finalement abandonné l'école en 3e année, tout en vivant dans une petite ville de Washington. Après avoir quitté l'école, il a erré entre les maisons d'amis et de proches. Ceux qui le connaissaient à la fin de son adolescence se souvenaient d'un homme étrange avec très peu d'amis proches. Au début de l'âge adulte, Jack a développé une fascination étrange pour les loups et la violence. Il a commencé à collectionner des objets sur les loups, comme des affiches et des ornements et des peaux. Il était pratiquement obsédé. Selon des témoignages ultérieurs de connaissances et de la famille, Jack fantasmait qu'il était lui-même une sorte de loup-garou. Il imaginait souvent traquer des proies humaines au clair de lune, puis attaquer sauvagement. Et la propension de Jack à la violence a rapidement fait surface dans des incidents antérieurs.
Il a accumulé un casier judiciaire en tant que jeune homme qui comprenait le cambriolage, le vol, l'agression et les méfaits malvoyants dans l'État de Washington. En 1993, à l'âge de 23 ans, lui et un ami masculin ont été arrêtés pour une agression sexuelle présumée sur une femme qu'ils avaient rencontrée dans un bar à Kent. Selon le rapport de police, Jack a proposé à cette femme de la ramener chez elle, et quand elle a réalisé leur intention sinistre, elle a résisté, mais les hommes ont simplement continué. Elle a rapporté plus tard que Jack l'avait plaqué au sol pendant que son ami tentait de l'agresser sexuellement. La femme, heureusement, a pu s'échapper et elle est allée directement voir les autorités. Jack a été accusé d'agression sexuelle au premier degré dans cette affaire, mais les accusations ont finalement été abandonnées en raison de preuves insuffisantes. Mais pendant que Jack était en prison, il fantasmait sur la traque des femmes et les choses qu'il leur ferait. Un codétenu a également déclaré que Jack exprimait toujours ses désirs de devenir un tueur en série notoire quand il sortirait de prison. En fait, il parlait souvent des choses qu'il voulait faire aux filles avec une intensité étrange. Après que les accusations contre lui ont été abandonnées, Jack a été libéré. Jack avait un QI d'un élève de CM1. Bien à l'âge adulte, donc les perspectives d'emploi n'étaient pas infinies pour lui. Pour l'emploi, il a occupé divers emplois subalternes. À un moment donné, il a travaillé comme apprenti boucher, un fait que les procureurs souligneraient plus tard, étant donné la manière précise et horrible dont il a démembré ses victimes. Certaines sources prétendent même que le dépeçage des animaux l'excitait. Après son arrestation, Jack a été accusé dans le comté de Douglas de 2 chefs d'accusation de meurtre aggravé au premier degré pour le meurtre de Rita et Mandy Hoffman. Ces accusations comportaient la possibilité de la peine de mort en vertu de la loi de Washington. Les procureurs ont annoncé qu'ils chercheraient effectivement la peine de mort, étant donné la nature incroyablement horrible de ces crimes. À la mi-1995, alors que les preuves médico-légales s'accumulaient, le dossier contre Jack pour les meurtres des Hoffman était solide comme le roc. Le procès était prévu pour août 1996. Jack a initialement plaidé non coupable et semblait impassible lors des premières comparutions au tribunal. Bien que face au poids des preuves et à la perspective de l'exécution, Jack a brusquement changé de cap au printemps 1996. Seulement 4 mois avant le début prévu de son procès, Jack Owen Spillman III a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs. Il a accepté de plaider coupable de toutes les accusations en échange de l'abandon de l'État de sa poursuite de la peine de mort. Mais ensuite, dans un développement extrêmement surprenant, Jack a admis un autre meurtre. Pour des raisons qui restent quelque peu obscures, Jack a volontairement avoué le meurtre d'une autre victime, Penny Davis, 9 ans. En septembre 1994, Penny a dit à son frère qu'elle allait faire une promenade, mais qu'elle ne s'éloignerait pas trop de la maison. Cependant, Penny n'est pas rentrée chez elle ce jour-là. Elle a été découverte plus tard, le 28 mars 1995, dans une tombe peu profonde. Jusqu'à ce moment-là, l'affaire de Penny était restée officiellement non résolue. Mais dans le cadre de l'accord de plaidoyer, il a admis sa culpabilité dans l'affaire de Penny également, résolvant ainsi cette affaire sans procès séparé. L'aveu de Jack concernant Penny Davis a pris certains membres des forces de l'ordre au dépourvu. Les autorités avaient soupçonné son implication car il vivait dans le même immeuble que Penny à l'époque, mais il manquait de preuves directes pour l'inculper. Jack n'a offert aucun récit détaillé de la façon dont il a tué Penny et ses restes étaient trop décomposés pour déterminer la cause exacte du décès. Et Jack a simplement refusé d'élaborer, peut-être en raison du niveau de dépravation. Cela dit, les enquêteurs savaient que le corps de Penny avait été posé de manière grotesque, similaire aux victimes Hoffman. Il est apparu plus tard que Jack était retourné à la tombe peu profonde de Penny après le meurtre, avait exhumé son cadavre pour commettre des actes sur son corps avant de l'enterrer à nouveau. Le 30 avril 1996, Jack a formellement plaidé coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Il avait 27 ans au moment de sa condamnation. Pour le meurtre aggravé de Rita Hoffman, le juge a condamné Jack à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Pour le meurtre de Mandy, Jack a reçu une peine de prison consécutive de 70 ans. De plus, pour le meurtre de Penny Davis, il a été condamné à 45 ans et 6 mois de prison. Les peines devaient être exécutées consécutivement. Au total,
Jack a effectivement reçu une peine de prison à vie, plus 115 ans, garantissant qu'il ne quitterait jamais la prison vivant. Essentiellement, ce résultat était équivalent à ce qu'un jury aurait pu décider s'il avait condamné Jack et l'avait épargné de la peine de mort. Pendant tout le procès, Jack n'a fait aucune déclaration et n'a montré absolument aucun remords. Il n'a parlé brièvement que pour confirmer ses plaidoyers de culpabilité au dossier. La salle d'audience a dû voir et entendre certains des détails les plus horribles de ses crimes, alors que l'accusation racontait les preuves pour le dossier. Les membres de la famille des victimes étaient également présents, devant entendre ce que leurs proches ont subi dans leurs derniers moments. Maintenant, faites également attention si vous recherchez cette affaire en ligne après avoir regardé cette vidéo. Il existe des photographies de scènes de crime des meurtres, et ce sont certaines des photographies les plus horribles et dérangeantes que j'ai jamais vues. Lorsque le procès a finalement pris fin et que la salle d'audience s'est tue, ce qui persistait n'était pas seulement l'horreur des crimes de Jack, c'était la clarté troublante de son intention. Il voulait cela. Il voulait être connu comme un tueur en série infâme. Il était probablement juste déçu d'avoir été attrapé trop tôt. Les preuves du procès ont mis à nu un homme consumé par des fantasmes de domination et de mort. Le pistage minutieux, la mutilation sadique, le retour sur les corps de ses victimes. En réflexion, les enquêteurs et les procureurs l'ont décrit non pas comme un homme qui a perdu le contrôle, mais comme quelqu'un qui cherchait le contrôle par la cruauté. Même après avoir reçu la perpétuité sans libération conditionnelle, Jack n'a présenté aucune excuse aux familles des victimes. Les enquêteurs ont dit plus tard qu'il ne ressentait pas de remords. Il ressentait un accomplissement. Les enquêteurs qui l'ont interrogé l'ont décrit comme un sadique et un narcissique qui tirait une grande satisfaction de la notoriété de ses crimes. Et bien qu'il ait parfois été coopératif pendant les interrogatoires, cette coopération était calculée et non compassionnelle. On pense qu'il n'a parlé à la police que de Penny pour cimenter son héritage en tant que véritable tueur en série avec 3 meurtres confirmés. L'affaire de Jack Spillman est maintenant appelée le boucher loup-garou. Aujourd'hui, Jack reste derrière les barreaux à vie, un destin qui garantit qu'il ne fera plus jamais de mal à une autre âme innocente.